Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire, une véritable saga industrielle et technologique qui a complètement façonné la France telle qu'on la connaît. Je veux bien sûr parler du train à grande vitesse, le fameux TGV. Et vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple moyen de transport. C'est un objet politique, un vrai symbole de fierté nationale et un acteur majeur qui a redessiné le territoire. C'est une histoire pleine d'audace, d'innovation, de crises qu'il a fallu surmonter et bien sûr de records absolument spectaculaires. On commence fort, accrochez-vous bien. Je vais vous donner un chiffre, comme ça, brut de décoffrage, 574,8 km par heure. Oui, vous avez bien entendu, c'est la vitesse qu'a atteinte une rame de TGV le 3 avril 2007. Elle a tout simplement pulvérisé le record du monde de vitesse sur rail. Pour se donner une idée, c'est comme faire un Paris-Marseille en à peine 1 h 15. C'est juste fou. Et cette performance n'est pas juste une anecdote pour frimer, non. C'est vraiment l'aboutissement d'une ambition incroyable et la preuve éclatante d'une maîtrise technologique qui a fait entrer le TGV dans la légende. Du coup, la grande question, celle qui va vraiment nous guider tout au long de cette explication, c'est celle-là. Comment est-ce possible ? Comment un projet de train qui est né à une époque où le rail était plutôt en déclin a pu non seulement s'imposer, mais carrément redéfinir notre notion de la distance, influencer l'aménagement de tout un pays et devenir une icône de la modernité à la française. C'est ce parcours qu'on va suivre ensemble, en explorant les grands chapitres de cette épopée formidable. Allez, on commence. Première partie, le TGV, une révolution. Et le mot est bien choisi. Pour vraiment saisir ce qu'est le TGV, il faut comprendre que ce n'est pas juste un train qui va un peu plus vite. C'est une rupture totale, une révolution dans la façon même de penser le voyage. En fait, l'impact le plus dingue du TGV, c'est qu'il a en quelque sorte contracté l'espace et le temps. En mettant Paris à seulement 2 heures de Lyon, puis plus tard à 3 heures de Marseille, le TGV a rendu possible quelque chose d'impensable avant, l'aller-retour dans la journée entre de grandes métropoles. Et ça a tout changé. Les habitudes de travail, les habitudes personnelles, ça a boosté les échanges économiques, culturels, et ça a unifié le pays d'une manière totalement inédite. La carte de France dans la tête des gens a été complètement redessinée. Bon, évidemment, une révolution pareille, ça ne sort pas d'un chapeau, ça ne vient pas de nulle part. Pour comprendre d'où ça vient, faut faire un petit bond dans le passé et retourner dans les années 60. Une époque où, croyez-le ou non, le train était vraiment face à une crise existentielle. Imaginez un peu le tableau. On est en plein dans les 30 glorieuses. C'est l'âge d'or de la voiture qui symbolise la liberté et de l'avion, qui est synonyme de vitesse, de modernité. Et au milieu de tout ça, le bon vieux train, il fait un peu pépère, un peu dépassé. La SNCF voit ses passagers partir les uns après les autres, la fréquentation ne cesse de baisser, le chemin de fer semblait presque condamné à devenir un service public vieillissant. Il fallait réagir, et fort. Il fallait une innovation de rupture, quelque chose qui puisse rendre au train son attractivité. Et attention, l'idée de faire rouler des trains super vite, ce n'est pas une invention 100% française. Il faut rendre à César ce qui est à César, ou plutôt au Japon ce qui est au Japon. Dès 1964, ils lancent leur Shinkansen, le train-ballon, et ils montrent au monde entier que oui, le rail peut concurrencer l'avion. En France, ça bouillonne aussi. Il y a une compétition avec un autre projet un peu fou, l'aérotrain de l'ingénieur Jean Bertin, un train sur coussin d'air. C'est dans ce contexte de compétition et d'émulation que la SNCF lance en 1966 son propre projet de recherche, nom de code C03. Et 5 ans plus tard, en 1971, le gouvernement donne son feu vert. L'aventure TGV est officiellement lancée. Ok, donc on a l'idée, on a le feu vert politique, super. Sauf qu'entre la décision sur le papier et les premiers passagers sur la voie, il y a un monde et un paquet de défis techniques et d'obstacles à surmonter. C'est vraiment dans cette phase que le TGV a forgé son identité, notamment à travers un choix crucial sur l'énergie. Et là, premier fait surprenant et pas des moindres, le tout premier TGV, le prototype, celui qu'on appelle le TGV 001, avec sa couleur orange mythique, il n'était pas du tout électrique. Non, il marchait au kérosène grâce à des turbines à gaz dérivées de celles des hélicoptères. Un choix super audacieux basé sur une technologie aéronautique qui offrait une puissance énorme pour un poids réduit. Mais il y avait un défaut majeur, ça consommait une quantité astronomique de carburant. Tout semble bien parti, et là, bam, un événement mondial vient tout percuter de plein fouet. On est en 1973 et c'est le premier choc pétrolier. Le prix du baril explose. D'un coup, la propulsion par turbine à gaz, si séduisant sur le papier, devient un gouffre financier, une impasse stratégique totale. Pour la France, qui à ce moment-là mise tout sur le nucléaire pour son indépendance énergétique, continuer avec un projet aussi dépendant du pétrole, ça n'a plus aucun sens. Le projet TGV est au bord du gouffre. Le projet aurait pu s'arrêter là, c'était plié. Mais c'est là qu'on voit tout le génie et l'agilité des ingénieurs. Au lieu de tout jeter, ils ont opéré un virage à 180 degrés. Ils ont tout réorienté vers la traction électrique, qui serait alimentée par le réseau français et son nucléaire. Pour valider cette nouvelle technologie, ils créent un prototype de laboratoire, le Z7001, vite surnommé Zébulon.
Ce train test va parcourir près d'1 million de kilomètres pour mettre au point des innovations cruciales, notamment sur les moteurs. Ce pivot a non seulement sauvé le TGV, mais il a défini son avenir pour les décennies à venir. Alors parlons technique, 2 petites minutes, mais vous allez voir, c'est super important. Une des signatures du TGV, un truc qui le rend vraiment unique, c'est ce qu'on appelle la rame articulée. Qu'est-ce que c'est que ce machin? En gros, c'est tout simple et il fallait y penser. Au lieu que chaque wagon ait ses propres roues, ici, 2 wagons voisins partagent le même ensemble de roues, ce qu'on appelle un bogie. Les avantages sont énormes. D'abord, la sécurité. Si jamais ça déraille, la rame reste d'un seul bloc, elle ne se plie pas en accordéon. Ensuite, le confort. On n'est jamais assis juste au-dessus des roues, donc ça vibre beaucoup moins. Et enfin, moins de roues, ça veut dire un train plus léger, plus aérodynamique et donc qui consomme moins d'énergie. Génial, non? Bien, la technologie est maîtrisée, elle est au point, elle est sûre. Maintenant, il reste le plus difficile, convaincre le public. Convaincre les gens de monter dans un train qui va rouler à une vitesse jamais vue. Et pour ça, la SNCF va avoir une idée de génie. Transformer les essais techniques en un formidable spectacle médiatique. C'est le début de la quête des records du monde. Le premier coup d'éclat a lieu le 26 février 1981, quelques mois seulement avant l'inauguration de la ligne Paris-Lyon. La tension est palpable. Et là, la fameuse rame orange, la numéro 16, s'élance et elle pulvérise le record de l'époque, 380 km/h. L'événement est retransmis partout, ça marque les esprits de tout un pays. Mais attention, ce record, ce n'était pas juste pour la gloriole, pour se vanter. Pas du tout. C'était avant tout une opération de communication et de psychologie ultra bien pensée. L'objectif, comme le dit cette citation, c'était de rassurer. Le message était simple et puissant. Regardez, notre train peut rouler à 380 km/h sans problème. Donc, quand on vous fera rouler à 260 ou 270, vous serez dans un confort et une sécurité absolue avec une marge énorme. C'était la meilleure façon de construire la confiance. Et l'histoire ne s'arrête évidemment pas là. Après ce premier record, les Allemands, avec leur propre train à grande vitesse, l'IC, réussissent à battre la marque française. Ah non, ça ne pouvait pas rester comme ça. La fierté nationale était en jeu. La riposte française ne s'est pas fait attendre et elle a été cinglante. Le 18 mai 1990, sur la nouvelle ligne Atlantique, une rame TGV spécialement préparée passe la barre mythique des 500 km/h et établit un nouveau record mondial à 515,3 km/h. La France reprenait sa couronne. Et nous revoilà à notre point de départ, on boucle la boucle, on revient à ce chiffre incroyable du début. 2007. L'opération a un nom de code, V150, V pour vitesse et 150 pour l'objectif, de 150 mètres par seconde. Pour l'occasion, on a préparé une rame spéciale, la 4402, une vraie Formule 1 du rail, avec des roues plus grandes, une puissance doublée, et le résultat est stratosphérique. 574,8 km/h. C'est le record absolu pour un train sur des rails conventionnels, et il tient encore aujourd'hui. La légende du TGV était définitivement écrite. Ok, donc on a vu la naissance, l'exploit technique, les records, mais il ne faut pas voir le TGV comme une pièce de musée, figée dans le temps. Au contraire, depuis son lancement en 1981, c'est un objet qui n'a cessé d'évoluer, de se transformer pour s'adapter à l'augmentation du trafic, aux nouvelles attentes de confort et, plus récemment, aux impératifs écologiques. On peut voir ça un peu comme des générations dans une famille. D'abord, il y a le patriarche, l'original, le TGV Sud-Est, tout orange, celui qui a tout commencé. Puis, dans les années 90, face au succès phénoménal de la ligne Paris-Lyon qui était complètement saturée, les ingénieurs ont réussi une prouesse incroyable, le TGV Duplex, à 2 étages. Ça permettait d'augmenter la capacité de 40% sans toucher aux infrastructures. Et enfin, le futur qui arrive très bientôt, le TGV M pour modulable. Il promet d'être 20% plus économe en énergie et on pourra ajuster le nombre de wagons très facilement pour coller parfaitement à la demande. Même le nom et le logo ont leur petite histoire. Saviez-vous par exemple que TGV, au tout début, ça ne voulait pas dire train à grande vitesse? Non, ça signifiait turbotrain à grande vitesse, un héritage direct du premier prototype à turbine. C'est seulement avec le passage à l'électrique que le turbo a disparu. Et son logo, il y a cette fameuse anecdote du logo des années 2000 qui, si on le retourne, dessine la silhouette d'un escargot. C'est assez ironique, non? Mais ça colle parfaitement avec le slogan génial de l'époque « Prenez le temps d'aller vite ». Cette formule capture l'essence même de l'expérience TGV. On gagne du temps sur le trajet et ce temps gagné devient du temps de qualité, du temps pour soi. Bon, jusqu'ici, on a dressé un portrait assez idyllique, il faut l'avouer. Mais soyons honnêtes, tout n'est pas rose au pays du TGV. Une telle saga comporte aussi ses zones d'ombre et il faut en parler. D'un côté, il y a la question du prix des billets, souvent jugé cher, surtout avec le système de yield management qui fait fluctuer les prix en permanence. Et puis, il y a une critique plus profonde, l'effet tunnel. C'est l'idée que les lignes à grande vitesse sont comme des autoroutes ferroviaires qui relient les grandes métropoles entre elles, mais qui traversent les campagnes sans s'y arrêter, ce qui peut renforcer le sentiment d'isolement de certains territoires et créer une France à 2 vitesses.
Et quand on regarde qui monte vraiment dans le TGV, les chiffres sont assez parlants et confirment un peu cette critique. On voit que les cadres et leurs familles, qui représentent moins de 30% de la population française, constituent en fait 56% des passagers. Ces données montrent que le TGV reste un moyen de transport qui est quand même majoritairement utilisé par les catégories socio-professionnelles les plus aisées, ce qui alimente forcément le débat sur son rôle en tant que service public universel. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur la carte mondiale de la grande vitesse? Eh bien, avec près de 2800 km de lignes, le réseau français reste le plus grand d'Europe et le 4e au monde. Bon, il faut quand même avouer que la Chine, depuis, a mis tout le monde d'accord en construisant un réseau absolument gigantesque, sans commune mesure. Mais malgré ça, le TGV français reste une référence technologique mondiale, qui s'est très bien exporté en Espagne, en Corée du Sud, au Maroc, et qui continue d'inspirer des projets un peu partout sur la planète. Voilà, on arrive à la fin de notre voyage. On a vu que le TGV, c'est vraiment bien plus qu'un train. C'est une histoire de technologie, de politique, de fierté nationale et de transformation de la société. De la réponse à une crise du rail, il est devenu un outil de conquête de marché, puis un symbole d'une France qui innove. Et l'histoire n'est pas finie. Avec l'arrivée prochaine du TGV-M, plus écologique, plus flexible, une nouvelle page est en train de s'écrire, face aux défis du climat et de la cohésion des territoires. Alors la question qui reste posée, c'est à quoi ressemblera le prochain chapitre de cette incroyable épopée ferroviaire française ?